Vous savez, ce moment, on l'a tous vécu. Ce silence-là, hyper gênant, presque palpable, quand on est coincé dans un petit espace avec un inconnu. Eh bien, aujourd'hui, on va voir que ces moments, ce n'est pas juste de la maladresse. Non, ce sont les symptômes de quelque chose de bien plus profond, d'un vrai mal de notre époque. Une architecture qui est littéralement pensée pour nous isoler. Alors, imaginez la scène. Une de ces grandes tours modernes, un peu froides, impersonnelles. Vous voyez le genre? Des dizaines et des dizaines de fenêtres, toutes pareilles. Et derrière chacune, une vie. Des vies qui se frôlent tous les jours, mais qui ne se touchent jamais. Allez, on monte. Direction le 14e étage. C'est là que tout commence. On va faire la connaissance de Sophie. Pour elle, chaque matin, c'est le même rituel. Elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, les portes s'ouvrent et il est là. Le même voisin. Son voisin du 14e. Ça fait 3 ans. 3 ans que ça dure. 3 ans de bonjour à peine murmurés et de regards qui se détournent aussitôt. 45 secondes. C'est tout ce que ça dure. Le trajet jusqu'au rez-de-chaussée. Mais 45 secondes, c'est long. C'est un silence de plomb, assourdissant. On peut presque sentir le cœur de Sophie qui s'accélère. Son réflexe, vite, sortir son téléphone, faire semblant de lire un truc hyper important. Lui, en face, il tousse. Juste une fois. Le bruit résonne, ça déchire le silence. Et les regards, ils se cherchent, se ratent et finissent par se poser, vaincus sur leurs propres chaussures. Et ce malaise-là, ce n'est pas juste de la timidité. Pas du tout. C'est un phénomène bien réel que les spécialistes appellent l'architecture de la gêne. C'est dingue comme concept, hein. On parle de promiscuité distante. Leurs corps sont là à 30 cm l'un de l'autre, mais leurs esprits, ils sont à des années-lumière. 2 étrangers complets. Ils sont seuls, mais ensemble. C'est ça le piège. Ok, cette scène dans l'ascenseur, on pourrait se dire que c'est anecdotique. Mais en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Parce que ce que vit Sophie, ce n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'un mal bien plus large. Une véritable épidémie, mais une épidémie invisible. Quand on pense solitude, on a souvent l'image de la personne âgée, seule à la campagne. Oubliez ce cliché, vraiment. Aujourd'hui, les sociologues sont forts même. La solitude, c'est la grande pathologie du 21e siècle. Et le paradoxe, il est là, il est énorme. Elle touche le plus durement qui? Les jeunes. Les 20-40 ans. Ceux qui vivent en plein cœur de nos villes, là où il y a le plus de monde. C'est fou, non? Alors voilà le point crucial. Si on ressent ça, cette solitude, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas absolument pas un échec personnel. Le problème, il est ailleurs. C'est un problème de conception, de design. Nos vies, nos immeubles, la façon dont on vit, tout ça a été pensé d'une manière qui, au final, produit de l'isolement. C'est systémique. Alors, qu'est-ce qui cloche dans ce design? Qu'est-ce qu'on a perdu en route? Eh bien, on a perdu quelque chose d'essentiel à la vie en communauté. Un concept qu'un sociologue, Ray Oldenburg, a appelé les tiers-lieux. C'est une idée géniale, on va voir ça. Regardez un peu ce comparatif, c'est frappant. Hier, on avait quoi? La place du village, le petit café du coin, le banc dans le parc. Des endroits gratuits, neutres, des lieux où on pouvait juste être, exister, sans avoir à sortir son portefeuille. Et aujourd'hui, le centre commercial, les grandes chaînes de café, le quai de métro. Des espaces où on n'est plus un citoyen ou un voisin, non, on est un client, un usager. En gros, la communauté a été remplacée par la consommation. Là, on pourrait se dire, attends, il y a les réseaux sociaux dans tout ça. On n'a jamais été aussi connectés. Avec nos centaines, nos milliers d'amis en ligne. Le problème est réglé, non? Eh bien, pas si vite. L'histoire de Marc, elle, apporte une réponse assez brutale. Voici Marc. Et Marc, sur le papier, il est super populaire. 800 amis sur Facebook. Imaginez. Ça like, ça commente, ça partage, un flux non-stop. En apparence, son réseau social est énorme, hyper dynamique. Pour ses 30 ans, un cap important, il se dit « Allez, on passe du virtuel au réel ». Il fait un truc simple. Il envoie une invitation ouverte à tout le monde pour un grand barbecue. 800 invités potentiels quand même. Et le jour J, c'est le choc, la douche froide. La réalité de l'amitié 2.0 lui explose au visage. Sur ses 800 amis, 4 personnes se sont pointées. 4, c'est tout. C'est ce jour-là que Marc a tout compris. La grande illusion. L'amitié sur les réseaux, c'est comme une monnaie qui a perdu toute sa valeur. On en a plein les poches, mais ça n'achète rien de vrai. Le constat est terrible. Il s'est senti infiniment plus seul avec ses 800 followers que son grand-père ne l'a jamais été avec ses 12 potes de l'armée. La connexion est très large, oui, mais elle est d'une fragilité, elle est aussi fine qu'une feuille de papier. L'ascenseur de Sophie, le barbecue raté de Marc, ces 2 histoires, en fait, elles nous amènent exactement au même endroit, à la racine du problème. Une raison fondamentale qui explique pourquoi cette solitude est partout. C'est simple, on a perdu le sens de la bonne échelle, de l'échelle humaine. D'un côté, on a une échelle qui est beaucoup trop grande.
L'État, la nation, 67 millions de Français, c'est une abstraction totale. Une idée administrative, froide, lointaine. On ne peut pas ressentir un vrai lien d'appartenance avec 67 millions de gens, c'est impossible. C'est comme vouloir prendre un nuage dans ses bras. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a une échelle beaucoup trop petite. La famille nucléaire, le cocon familial. C'est super important, bien sûr, mais c'est aussi devenu hyper fragile. C'est une vraie cocotte minute émotionnelle. Toute la pression, tout le poids affectif repose sur quelques personnes. C'est une petite cellule souvent très isolée du reste du monde, sans le soutien d'une communauté plus large autour. Donc on a trop grand d'un côté et trop petit de l'autre. Mais alors, elle est où la bonne taille, le juste milieu? Il est passé où cet entre-deux qui nous manque tant? Eh bien cet échelon qui a disparu, c'est celui qui a permis à l'être humain de survivre et de s'épanouir pendant des millénaires, la tribu. La conclusion, elle est un peu brutale, mais elle est là. Nous sommes des singes tribaux perdus dans des fourmilières de béton. C'est ça le truc. Notre cerveau, notre biologie, notre ADN, tout en nous est programmé pour vivre en petits groupes, en tribus de quelques dizaines de personnes. On n'est pas fait pour l'anonymat complet des grandes villes et leurs millions d'habitants. Alors, quand on met tout bout à bout, l'ascenseur de Sophie, les lieux de rencontre qui disparaissent, les amis virtuels de Marc, toutes les pièces du puzzle s'assemblent, et l'image qui apparaît est profondément troublante. Elle nous pousse à nous poser une question vertigineuse. Et si la structure même de notre monde moderne était en décalage complet avec qui nous sommes vraiment, avec nos besoins humains les plus profonds? Et si finalement ce monde n'était tout simplement plus construit à notre échelle? Parce qu'une chose est sûre, ce n'est pas comme ça qu'on est censé vivre. On sait que nos villes modernes, elles sont un peu conçues pour nous isoler. Mais si la solution à cette épidémie de solitude, ce n'était pas une nouvelle application, mais plutôt l'architecture même de nos bâtiments, c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Alors, tout commence avec ce chiffre, 150. Ça peut paraître un peu sorti de nulle part, mais ce n'est pas un nombre au hasard. C'est, d'après la science, la clé pour reconstruire le lien humain que nos villes ont un peu brisé. Ce fameux 150, d'où est-ce qu'il sort? En fait, c'est une sorte de limite qui est inscrite dans notre cerveau. C'est une feuille de route biologique pour la communauté qui a été découverte par un anthropologue, Robin Dunbar. Ce que Dunbar a prouvé, c'est que notre cerveau, il ne peut gérer de manière vraiment authentique qu'environ 150 relations stables. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Nos villes, avec leurs millions d'habitants, elles vont fondamentalement à l'encontre de notre biologie. Voilà toute la différence. D'un côté, en dessous de 150, on a une tribu, on a des alliés. De l'autre, au-dessus, on a juste une foule anonyme. En dépassant constamment ce seuil, nos villes nous transforment en primates un peu anxieux, complètement perdus dans d'immenses fourmilières de béton. Bon, la solution, ce n'est évidemment pas d'abandonner nos villes. C'est plutôt de les hacker, de les transformer de l'intérieur pour qu'elles respectent enfin notre nature profonde. Et là, on entre vraiment au cœur de la solution. Imaginez une toute nouvelle manière d'organiser nos vies en ville, une manière qui serait basée sur notre biologie. C'est le concept de la constitution fractale, une idée aussi simple que, franchement, révolutionnaire. L'idée, c'est de réorganiser la société en cercles. Le plus important, le plus crucial, c'est le hameau, une tribu locale autonome de 150 personnes. C'est l'échelle humaine enfin retrouvée. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi? C'est là qu'on passe de la théorie à une vision d'avenir vraiment inspirante. Oubliez les futurs sombres, dystopiques et bienvenue dans le solarpunk. C'est un futur où la technologie et la nature s'harmonisent pour créer des communautés à la fois durables et vraiment soudées. Prenez ce symbole de l'isolement urbain, le gratte-ciel, et imaginez qu'on le transforme pour en faire son exact opposé. Un village vertical, vibrant, plein de vie. Ici, l'architecture n'est plus un mur qui isole, mais c'est un pont qui relie. Les cloisons tombent, on crée des salons partagés, des cantines participatives, des espaces qui sont conçus non plus juste pour dormir, mais pour vivre ensemble, tout simplement. Et ce simple changement, ce changement architecturel, ça modifie complètement l'expérience du retour à la maison. L'anonymat un peu froid de l'ascenseur, il est remplacé par la chaleur de la communauté. La communauté, elle devient un véritable filet de sécurité. L'entraide, ce n'est plus une option, ça devient une évidence. C'est la fin de l'anonymat et c'est le début d'une sécurité bien réelle. Tout ça, ça peut paraître immense, presque une utopie. Et la question c'est, par où est-ce qu'on commence? Comment on initie une telle révolution? Eh bien la réponse est beaucoup plus simple et plus proche de nous qu'on pourrait l'imaginer. Cette grande vision, elle ne se construit pas d'en haut. Elle se construit par le bas, directement dans nos propres quartiers, dans nos propres immeubles. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Et si, au final, l'acte de résistance le plus puissant contre l'isolement, ce n'était pas un grand geste, mais une simple conversation, avec la personne qui vit juste de l'autre côté du palier,